All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles du tribunal pénal est ouverte. Please be seated. Well, good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Trial chamber will now. La Chambre de première instance tiendra maintenant une conférence préalable au procès dans l'affaire en l'espèce, conformément à l'article 69A du règlement, qui sera suivi par une conférence de mise en état au titre de l'article 69. Alors tout d'abord, j'aimerais demander aux parties de bien vouloir se présenter, en commençant par l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les juges. L'accusation aujourd'hui est composée par moi-même, Rupert Elderkin, Thomas Legel, Rachid Rachid et Madame Maria Yakusheva. Le Président, merci. Monsieur Elderkin, et pour la défense? Président, bonjour mesdames. L'équipe de défense aujourd'hui est composée de moi-même, Emmanuel Altit, de Monsieur Jacobs, et je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, mesdames, Madame Gassana, qui est notre assistante linguistique. Thank you, Maître Altit. Merci beaucoup, Maître Altit. Je demanderai maintenant au greffe de bien vouloir confirmer que M. Kabuga, qui se trouve dans la salle d'audience, est en train de recevoir la traduction de cette procédure en l'espèce dans la langue kenya-rwandais. Le greffier, Monsieur le Président, Mesdames les juges, cela a été testé il y a quelques instants et l'accusé était en mesure d'entendre les propos dans une langue qu'il comprend. Le Président, merci beaucoup. Avant d'aller au vif du sujet et d'aborder les questions qui font l'objet de cette conférence préalable au procès, je vais couvrir un certain nombre de questions de procédure. La dernière conférence de mise en état a eu lieu le 11 mai. La Chambre a tenu des réunions par la suite sur la question portant sur l'aptitude de M. Kabuga de subir son procès. Ces audiences ont eu lieu le 31 mai, le 1er et 7 juin. Le 13 juin 2022, la Chambre de première instance a décidé que M. Kabuga n'a pas démontré qu'il n'était pas apte à subir son procès et a dirigé les procédures dans l'affaire en l'espèce, à commencer dans la branche à la haie, donc d'être entendu à la haie. M. Kabuga a interjeté appel de cette décision et la Chambre de première instance, ou plutôt la Chambre d'appel, a confirmé la décision de la Chambre de première instance vendredi dernier, puisque l'audition liée à l'aptitude de M. Kabuga à subir son procès, la Chambre de première instance a délivré 6 décisions sur la requête de l'accusation aux fins d'admettre des éléments de preuve au titre des articles 110, 111 et 112, faisant au total 8 décisions par rapport à 70 témoins. 4 requêtes ayant été déposées au titre des articles 111 et 112, qui portent sur 23 témoins, font l'objet d'un examen. Et je crois comprendre que cela conclura la présentation des requêtes au titre de ces articles. Monsieur Elderkin, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cela? Monsieur Elderkin,
Monsieur le Président, Mesdames les juges, une requête sera enlevée, requête déposée au titre des articles 110. Il s'agira de 2 témoins qui portent le code CAB 115 et 116. Et il y a peut-être une possibilité également de faire la même demande pour le témoin CAB 108, possiblement. C'est tout à fait exact. Donc, en dehors de ce témoin-là, qui ne déposera pas, cela conclut nos requêtes. Et c'était notre explication par rapport aux témoins 115 et 116. Eh bien, il s'agit de témoins qui ont été ajoutés après que la liste de témoins ait été déposée. Et il s'agit de témoins qui témoigneront sur la chaîne la chaîne d'appartenance, donc, et il s'agit essentiellement de témoins qui déposeront sur sur ce qui a été présenté à la radio RTLM. Mais en dehors de cela, pour l'instant, nous n'aurons pas d'autres demandes. Le Président, merci beaucoup pour cette précision. Alors, pour l'instant, je dois dire que nous avons fait beaucoup d'efforts afin de pouvoir passer en revue tous ces documents. Et merci beaucoup de nous avoir soumis ces documents rapidement. Donc, nous vous en remercions. Dans mon rôle en qualité de juge préalable au procès, j'ai rencontré les conseils de l'accusation et de la défense dans le courant de cette semaine. Nous avons eu plusieurs discussions avec pour objectif de nous assurer que le tout est préparé adéquatement pour le début du procès. Je voudrais maintenant aborder les questions qui se trouvent au cœur de cette conférence préalable au procès. Tout d'abord, j'aimerais mentionner la portée de l'affaire. Alors, l'accusation a déposé une liste de témoins révisée au titre de l'article 70E de petit i, qui indique que 14 témoins qui avaient été initialement inclus ne seront pas appelés à témoigner, donc il ne sera pas nécessaire de les entendre, ce qui veut dire que le temps qui serait imparti à l'accusation et le temps dont l'accusation aura besoin pour présenter leurs moyens à charge sera environ de 40 heures. Il s'agit là d'interrogatoires directs menés par l'accusation. L'accusation a également indiqué qu'elle n'allait pas aborder les questions de l'acte d'accusation relatives aux paragraphes 45A à 45E et 61A. C'était initialement indiqué lors d'une conférence qui a eu lieu au mois de février. Ayant dit ceci, est-ce que je pourrais vous demander, Monsieur Elderkin, si vous souhaiteriez faire d'autres commentaires sur la portée de votre présentation de moyens à charge? Monsieur Elderkin, non, Monsieur le Président, pas d'autres commentaires. Le Président, merci. Et Maître Altit, est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce stade concernant la portée des présentations des moyens à charge? Merci beaucoup. Alors, je devrais également mentionner qu'il s'agit de questions qui ont déjà été abordées par donc moi-même avec les conseils. Donc, les deux conseils étaient présents lorsque nous nous sommes entretenus sur ces questions. Well, in light of
Le président. À la lumière des commentaires formulés jusqu'à maintenant, la Chambre de première instance note que les paragraphes 45A à 45E et 61A de l'acte d'accusation ont été rejetés, donc ne figurent plus. Donc il n'est pas nécessaire de raccourcir le temps nécessaire pour l'interrogatoire principal des témoins au titre de l'article 81B. Et la Chambre considère également qu'aucune ordonnance au titre des articles 81D ou E ne soit nécessaire. La Chambre, au titre de l'article 81C, adopte le nombre de témoins et le temps disponible ou donné à l'accusation pour présenter leurs moyens à charge tels que reflétés dans la liste révisée de témoins déposée hier au titre de l'article 70E de petit i. J'aimerais maintenant aborder la façon dont il a été proposé que certains éléments de preuve soient présentés. L'accusation a exprimé une préférence, à savoir qu'elle souhaiterait que plusieurs de témoins déposent par vidéoconférence. Et ce, depuis Arusha et Kigali. De façon générale, et à la lumière des circonstances toutes particulières de cette affaire, la Chambre de première instance accepte d'entendre les témoins par vidéoconférence de ces deux endroits afin de faire en sorte que le procès puisse être mené de manière fluide. La Chambre de première instance comprend la réticence de la défense, la réticence initiale de la défense sur ces points et la réticence également de la défense de s'engager à accepter ceci. Et ceci est approprié pour un certain nombre de témoins qui ont été proposés. Néanmoins, la Chambre encourage la défense à s'entretenir avec l'accusation. Je sais que vous vous êtes déjà entretenu avec l'accusation, mais de discuter davantage en essayant de trouver un accord sur ces points. Et si un accord est en effet obtenu, les parties devraient notifier quels sont les témoins pour lesquels il n'y a pas d'opposition pour que ces derniers puissent comparaître par vidéoconférence. Et s'il n'y a pas d'accord, toutefois, l'accusation devrait à ce moment-là faire une demande à la Chambre de première instance pour qu'elle puisse rendre une décision concernant les témoins pour lesquels elle souhaite demander que cette procédure puisse être adoptée. Je souhaite maintenant aborder à ce qui est appelé de manière générale dans le cadre de cette institution en tant que modalité. Il s'agit bien évidemment de questions spécifiques concernant un procès. Nous savons tous quels sont les dispositifs qui sont pris dans le cadre d'un procès, mais voyons voir si des dispositifs particuliers sont nécessaires. À maintes reprises, M. Kabuga a comparu par moyen de vidéoconférence depuis le quartier pénitentiaire des Nations Unies. Ceci sera toujours acceptable, bien évidemment, en ce qui nous concerne, juge de la Chambre. Mais M. Kabuga devrait noter tout particulièrement que s'il souhaite participer à l'audience et être présent physiquement dans la cour, cela ne présente aucune difficulté pour l'institution et les dispositifs tout particuliers peuvent être pris. Donc, les dispositifs peuvent être pris plutôt pour que M. Kabuga puisse être présent dans cette salle d'audience. Alors, toutes les questions nécessaires relatives à sa présence pourront être pourront être abordées.
Donc, par le passé, il y a eu une certaine mesure d'incertitude, et ce jusqu'à la dernière minute, à savoir si vous vous déplacerez dans cette salle d'audience, si vous viendrez personnellement, si vous alliez participer par vidéoconférence depuis le quartier pénitentiaire des Nations Unies. Mais cela représente un problème si ceci n'est pas établi préalablement, si le choix n'est pas fait bien avant que les procédures ne commencent. Donc j'aimerais demander à la défense et j'aimerais demander également au greffe de trouver une solution qui pourra nous permettre de communiquer de manière efficace, à la Chambre et aux parties qui sont impliquées. Si un changement devait s'opérer pour ce qui est des dispositions faites pour les auditions. Il serait bien évidemment apprécié que ces dispositifs puissent être communiqués à la Chambre plutôt que plus tard. Et ceci parce qu'en réalité, une routine est un élément important dans la vie de M. Kabuga. Et donc la Chambre souhaite s'assurer que toutes ces questions puissent être faites de manière routinière, alors afin que M. Kabuga puisse avoir une routine. Afin d'atténuer toute difficulté qu'il pourrait avoir autrement. Donc, le point de départ sera toujours le suivant. Donc, l'on s'attendra à ce que M. Kabuga soit présent dans la salle d'audience. Et si cela n'est pas le cas ou si cela n'est pas possible, donc nous espérons que le greffe et la défense sauront établir un protocole afin de s'assurer qu'une notification pourra être faite à la Chambre et aux parties afin que nous sachions d'où il subira son procès. Il est très important pour toutes les personnes observant cette affaire que la Chambre pourra siéger seulement pour une période limitée chaque semaine. Même si la défense avait initialement indiqué que 2 jours par semaine seraient appropriés pour une période de 2 heures chaque fois, un avis médical a été communiqué à la Chambre et selon cet avis, il serait acceptable pour qu'il y ait 3 auditions, 3 heures par jour dans le cadre d'une semaine. Et dans les réunions, dans le cadre des réunions que j'ai eues avec les conseils, cela avait été accepté en principe. Donc cette recommandation n'est pas déraisonnable. Donc nous aimerions proposer 3 jours par semaine pour une période de 2 heures par jour, et ces 2 heures pourraient être donc entre 10 heures et midi. Dans les commentaires faits par le médecin du quartier pénitentiaire des Nations Unies, avait cru que lundi, mercredi et vendredi pourraient être des journées acceptables. Et la Chambre a évité le médecin à savoir si ceci était vraiment très important que ces 3 journées-là soient réparties de cette manière-là.
Mais le médecin donc, du quartier pénitentiaire a dit qu'il était très important d'avoir une routine régulière. Donc c'est la régularité de la routine qui compte particulièrement pour le médecin et ceci peut être atteint si les journées choisies étaient mardi, mercredi et jeudi en réalité. Envisage La Chambre n'envisage pas de changer les combinaisons. Donc, nous n'allons pas changer d'une combinaison. Donc, la Chambre envisage de se concentrer sur un programme, de commencer le procès, de voir comment les choses se déroulent et seulement s'il est nécessaire d'opérer un changement à ce régime. Depuis que nous nous sommes rencontrés un peu plus tôt cette semaine, c'est un nouvel développement. Donc, je m'aurais demandé au parti de bien vouloir, tout d'abord en commençant par l'accusation, de nous dire si c'est une possibilité, si cela leur convient. Monsieur Alderkin, Monsieur le Président, Mesdames les juges, c'est tout à fait acceptable. Les deux combinaisons sont tout à fait possibles, nous conviennent absolument. Et également, s'agissant des lieux desquels l'accusé pourra écouter son procès. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les deux endroits sont très bien. Maître Altit. Deux mots importants ici sont le bien-être de M. Kabuga et la flexibilité. Nous nous en remettons à l'avis du médecin, qui semble en effet raisonnable, sous la réserve que vous avez dite, Monsieur le Président, si besoin était, nous nous adapterions tous à de nouvelles conditions. Thank you, Mr. Merci beaucoup, Maître Altit. Well, in light of Le juge président, à la lumière de ces faits, de ces commentaires, la position de la Chambre est que le programme donc sera de 2 heures par jour entre 10 heures et midi, 3 jours par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Et s'il y a quelque moment que ce soit, pour quelque raison que ce soit, M. Kabuga renonce à son droit d'être présent, à ce moment-là, la Chambre pourrait probablement siéger une journée supplémentaire. Donc, je ne crois pas que cela devrait poser problème. Et ceci serait seulement dans des circonstances très exceptionnelles, à savoir si M. Kabuga devait, pour quelque raison que ce soit, renoncer à son droit d'être présent. Je vais maintenant aborder les questions très précises sur le début du procès. Et donc, j'aimerais maintenant passer à une question bureaucratique. Il s'agit en fait de dépôt.
Il s'agit d'une affaire qui appartient à la branche d'Arusha, mais qui sera menée à la branche de la Haye, ce qui veut dire qu'il y aura des membres du personnel qui travailleront sur cette affaire dans les deux branches. Et ceci cause un certain nombre de difficultés pour ce qui est de la formalité des dépôts. Il y a également un décalage horaire entre les deux branches et c'est en fait 2 heures. Le décalage horaire est de 2 heures entre ces deux branches. Donc la Chambre estime que les dépôts qui seront soumis avant 11h59 dans la soirée, donc 23h59, heure de la Haye, c'est l'heure, la dernière heure donc à laquelle le dépôt d'une requête peut être fait. Donc 23h59, heure de la Haye. I now turn Je souhaite maintenant aborder la question du début du procès. Lors de la réunion que j'ai eue avec les parties, il y a eu une discussion sur le début du procès ou sur les déclarations liminaires étant le 29 et le 30 septembre. Je sais très bien que c'est un jeudi et vendredi, mais compte tenu de la nature de la procédure en l'espèce et compte tenu des circonstances qui peuvent avoir une incidence sur les membres du personnel, ces dates semblent être les dates les plus appropriées auxquelles nous pouvons avoir nos déclarations liminaires dans cette affaire en l'espèce. Par la suite, la Chambre de première instance proposerait que l'on commence le 5 octobre, mercredi le 5 octobre, d'entendre des éléments de preuve, de poursuivre donc le 6, et puis les semaines qui suivent d'entendre les témoins le mardi, mercredi et jeudi. Il y aura bien évidemment des pauses et nous sommes tous d'accord que la Chambre est d'avis que l'on devrait avoir des pauses, bien évidemment. Voilà donc le programme que nous avons à l'esprit avant de prendre quelques décisions que ce soit. Je vous invite tout d'abord, Monsieur Elderkin, à nous faire des commentaires si vous en avez. Aucun, Monsieur le Président. Et si cela peut aider, nous pourrions envisager d'éviter tout problème technique pour terminer nos déclarations liminaires en 2 heures, ou moins même le jeudi. Merci. Maître Altit. Oui, Monsieur le Président, merci. Nous n'avons pas de commentaires particuliers et nous allions vous proposer la même chose que le procureur en ce qui concerne le discours d'ouverture. do you intend to make an opening? Est-ce que vous envisagez de faire donc une déclaration liminaire? Oui. Oui, Monsieur le Président, ce sera un discours d'ouverture relativement rapide. Et si je peux, peut-être peut-on aborder ce point. Je voudrais garder, si je puis dire, une partie du discours d'ouverture pour le début du cas de la défense. Le Président, merci.
Mr. Elderkin, I think Le juge président, Monsieur Elderkin, je pense qu'il n'y a pas de règle qui traite ce que Maître Altid a proposé, mais la Chambre est tout à fait enclin à accepter cette proposition. Qu'en pensez-vous, Monsieur Elderkin, Monsieur le Président? Ceci est tout à fait acceptable pour l'accusation. Le Président parfait, très bien. Maître Altid, vous pouvez diviser votre déclaration d'ouverture et faire une première déclaration au début du procès et une autre lors de la présentation, du début de la présentation des moyens de la défense. so. As the Donc, de ces faits, la Chambre ordonne que le procès commence à la branche de la Haye avec des déclarations d'ouverture prévues le 29 et le 30 septembre. Et pour la présentation des témoignages, cela commencera le 5 octobre. Il y a une question qui reste en attente et qui est importante. La Chambre a été saisie par une motion pour un changement dans la représentation de M. Kabuga. C'est une question qui fait l'objet de considération et une décision sera donnée dès que la Chambre aura la possibilité de se pencher pleinement sur la question. Bien, ceci conclut ce qui devait être traité dans le cadre de la conférence préalable au procès. Comme je l'avais dit dès le départ, cette session est une session double avec une conférence préalable au procès, une conférence de mise en état. Et je vais maintenant passer à cette dernière partie, la conférence de mise en état. Et je vais tout d'abord m'intéresser à M. Kabuga lui-même. Monsieur Kabuga, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez soulever et aborder devant la Chambre? Oui, j'ai une question. please state it. Veuillez l'indiquer. Je souhaite changer mon avocat. Je voudrais changer Maître Emmanuel Altid et être défendu par La Rochelle. Thank you. Merci, Monsieur Kabuga. La Chambre, comme je viens de l'indiquer, la Chambre a devant elle une demande qui a été déposée en votre nom pour modifier et changer de conseil, et cela sera traité dans le cadre et une décision sera donnée aussi rapidement que possible, probablement dans les quelques jours à venir. Is there any other matter you wish to raise with me? Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez soulever et dont vous souhaiteriez me parler? Non, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Thank you, Mr. Kabuga. Merci, Monsieur Kabuga. Maître Altid, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez dire? Non, Monsieur le Président, merci. And Mr. Elderkin. Et Monsieur Elderkin? On a un... Monsieur le Président, seulement en rapport avec la question que vous avez posée concernant
le témoin CAB 005 lors de la réunion informelle de mardi. C'est un témoin pour lequel nous avons déposé une demande pour que sa déposition soit admise au titre de l'article 111 et ainsi qu'un certain nombre de pièces associées indiquées dans cette requête et qui attendent d'être traduites. Et je pourrais vous donner mes commentaires sur ce point, soit par écrit, soit maintenant oralement si vous préférez. Le président, je pense que nous préférerions les avoir maintenant. Monsieur Elderkin, Monsieur le Président, c'est un témoin qui a été appelé essentiellement pour authentifier les programmes de la radio RTLM, une collection de 59 bandes. Et ces bandes sont listées et associées à son témoignage et comprendre le contenu de ces matériels et n'est pas nécessaire pour comprendre sa déclaration, mais néanmoins, son témoignage donne une authentification des bandes. Les traductions ne seront pas prêtes en temps voulu pour sa déposition. Ces textes font l'objet de traduction maintenant. Étant donné le volume de ces bandes, cela demandera du temps et cela ne pourra être livré que de manière séquentielle. Et nous proposons à ce que son témoignage et sa déposition puissent être entendus parce qu'il n'est pas un témoin appelé pour discuter du contenu de ces bandes, mais simplement expliquer comment elles ont été fournies au TPIR, au bureau de l'accusation du TPIR, et ensuite donc donner un numéro d'identification en attendant la réception des traductions appropriées. Le président, rappelez-moi de quelle façon ces témoignages devraient être présentés. Monsieur Elderkin, la proposition est la suivante. Nous avons donc une déclaration au titre de l'article 111 et c'est un témoin pour lequel nous avons demandé au total 2 heures pour un interrogatoire direct et ceci est combiné avec l'admission de sa déclaration. Et sa déclaration est indiquée sur notre liste et en disant que nous attendons donc les traductions. C'est la traduction de la version anglaise, mais la Chambre a déjà reçu sa déclaration en français. Et je sais que c'est une langue de travail qui peut être utilisée pour considérer cette application et prendre en considération cette demande. Le Président, pouvez-vous me donner une indication pour les 2 heures que vous pensez être nécessaires s'il ne dit rien sur le contenu de ces documents? Monsieur Elderkin, il y a un certain nombre d'autres points également proposés comme documents associés, par exemple des documents concernant la radio RTLM en tant qu'organisation et comme son rôle était important sur le terrain dans les médias pendant cette période concernée par les événements dans cette affaire, il a également des éléments directs concernant ses observations pendant la période pré-génocide et la période du génocide et qui ne sont pas liés au contenu de ces 59 bandes. Le juge président, ce qui me frappe, c'est que le contenu de ces bandes est assez important dans le contexte général de cette affaire. Monsieur Elderkin, oui, tout à fait. Le président, donc lorsque vous envisagez que la Chambre puisse considérer... Quand pensez-vous que la Chambre puisse se pencher sur ce qui figure dans ces bandes, sur des transcriptions? Monsieur Elderkin, le travail de traduction est en cours dans la plupart des cas. Comme ces bandes couvrent ce qui a été enregistré à ce moment-là, la personne qui a enregistré cela sur une machine et nous avons choisi des extraits de ces documents pour accélérer le processus et nous fournirons les traductions sur le e-court dès que nous en disposerons. Mais l'ensemble des traductions ne pourra pas être prête probablement avant le mois de décembre, je pense. Mais étant donné les modalités qui ont été juste proposées, il y aura d'autres témoins qui vont témoigner. Et il y a déjà, par rapport aux bandes pour lesquelles il y a déjà une traduction ou qui vont témoigner en faisant une déposition libre concernant leur expérience des enregistrements sans faire référence aux bandes elles-mêmes en tant que telles. Le juge président, est-ce que vous n'avez pas déjà un certain nombre de traductions provenant d'affaires précédentes?
Monsieur Elderkin, oui, Monsieur le Président, là je parle simplement d'une série d'enregistrements pour lesquels les traductions ne sont pas encore disponibles. Et je peux dire que plus de la moitié déjà ont des traductions qui existent déjà dans le cadre d'affaires précédentes et l'on peut travailler avec cela. Et moi je parlais de l'ensemble de ces bandes qui ont été admises dans le procès Naïma et consorts, et les traductions n'ont pas été fournies, mais ont été admises comme un ensemble. Et ensuite, des extraits ont été choisis qui ne concernaient pas l'ensemble des enregistrements. Mais nous cherchons à être aussi exhaustifs que possible et de fournir donc des extraits. Mais la majorité de ce matériel, ces documents, est déjà disponible pour certaines parties que nous considérons comme étant pertinentes par rapport à la moitié de ces bandes. Et il y en aura davantage lorsque les traductions seront terminées. Le Président, maintenant, les témoins concernant la partie RTLM de l'affaire comparaîtront au début. Monsieur Elderkin, oui, la première série de témoins, oui, en fait. Et parmi ces témoins, je pense que la moitié concerne des incidences très spécifiques et qui ne vont pas déposer quelque chose qui soit pertinent par rapport aux traductions, par rapport à cette expérience des enregistrements de ces événements. Donc, nous n'envisageons pas d'utiliser ces matériels pour l'instant. Et tel que je vois les choses et les directives pour les procédures, si nous n'utilisons pas les matériels, nous n'aurons pas de problème. Et nous pouvons entendre donc ces témoins et nous pourrions ensuite passer des bandes pour lesquelles nous n'avons pas de traduction. Le Président, mais ce sont des témoins qui pourraient être entendus sur une période, disons, de 3 semaines. Donc, assez rapidement, vous allez pouvoir présenter un certain montant. Est-ce que Maître Altit ne va pas se retrouver dans une situation difficile concernant ces témoins? Monsieur Elderkin, je ne pense pas, parce que nous n'avons pas fait de tentative pour associer. Bien, en fait, une partie de la réponse est que les matériels sont disponibles pour la défense et que l'ensemble figure en Kenya-Rwanda, qui est la langue que l'accusé comprend. Et je comprends que dans l'équipe de la défense, il y a des personnes qui parlent et lisent le Kenya-Rwanda. Mais nous n'allons pas chercher à prendre des parties de cet ensemble de matériel qui ne sont qu'en Kenya-Rwanda, pour que les juges puissent également comprendre. Le Président, je pense à la situation dans laquelle nous ne sommes pas à même de faire référence à la traduction française ou anglaise lorsqu'un témoin dépose. Et Maître Altit pourrait avoir là quelques problèmes. Et il pourrait avoir quelques difficultés dans le cadre du contre-interrogatoire, non? Monsieur Elderkin, je comprends cette possibilité, mais ma connaissance du matériel est telle que je ne pense pas qu'il y ait un risque que cela puisse se produire, parce que, comme je l'ai dit, les traductions, il y a déjà des traductions qui existent dans les procédures précédentes et qui couvrent les dépositions et les éléments de déposition que nous aborderons lors de ces étapes. Le juge président, bien, je fais de mon mieux pour essayer de comprendre cette distinction, mais Monsieur Elderkin, ce sera, si vous le voulez, Monsieur le Président, comme si c'était des diffusions de la BBC sur une période de plusieurs mois. Nous n'avons pas encore les traductions pour l'ensemble, mais le matériel que nous allons utiliser, sur lesquels nous posons des questions, ne concerne pas les parties qui n'ont pas encore été traduites. Et cela ne concerne que les journées pour lesquelles nous savons que nous avons quelque chose que nous voulons discuter et pour lesquelles il y a une traduction. Le Président, mais ce sont les deux côtés de cette affaire, Monsieur Elderkin. Ce n'est pas juste que l'accusation veut présenter. Et si le matériel existe et produit dans cette affaire, il existe un matériel qui est produit dans cette affaire, je pense que la défense devrait avoir la possibilité de s'assurer qu'il n'y a rien qui devrait leur poser problème ou voir s'il y a quelque chose qu'ils pourraient vouloir utiliser. Vous faites référence aux capacités et aux connaissances en Kenya-Rwanda de l'équipe de la défense, mais est-ce que cela implique la disponibilité de personnel à travailler sur une quantité importante de matériel? Monsieur Elderkin, je comprends que le matériel en Kenya-Rwanda n'est pas juste sous format audio, mais a été également transcrit sur papier
Je serais surpris que l'on ne puisse pas donc rechercher les mots dans une certaine mesure. Et je vous comprends, monsieur le juge. Si l'on peut donc traduire les termes écrits, cela réduirait largement les efforts nécessaires pour trouver ce que la défense pourrait utiliser dans ce matériel. Le juge président, merci, monsieur Alderkin. Maître Altit. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames, nous nous opposons à la proposition de la défense et de l'accusation. Nous opposons à la proposition de l'accusation. La défense doit recevoir en temps utile les documents utiles à la préparation du contre-interrogatoire. C'est la première chose. Mais il y a une autre chose, c'est que lorsque l'on construit un cas, ce que disent les témoins tout se répond. Et donc, pour comprendre la valeur d'une déclaration, d'un témoignage, il faut aussi se référer aux autres déclarations, aux autres témoignages. Ça veut dire que nous avons besoin, de disposer de la traduction dans une langue anglais ou français pour préparer le contre-interrogatoire, mais deux, nous en avons besoin aussi pour préparer les autres contre-interrogatoires, puisque tout se tient. Dans un cas, tout se tient. Ça, c'est une chose, monsieur le président. La deuxième chose, c'est que des extraits traduits par l'accusation ne seraient pas utiles. Pourquoi ? Parce que ça ne nous donne pas le contexte. Or, en particulier dans ce type de transcrit, nous avons besoin d'avoir le contexte. Nous avons besoin de savoir ce qui a été dit juste avant et juste après. Et nous avons besoin d'avoir une vision globale de la chose pour connaître le ton, pour comprendre. C'est indispensable. Les extraits qui sont par définition choisis arbitrairement par l'accusation ne peuvent être en aucune manière utiles. Au contraire, ils ne peuvent que prêter à des malentendus. Pour ces deux raisons, la défense s'oppose à la proposition de l'accusation. Et je répète, nous devons disposer des éléments en temps utile pour pouvoir faire notre travail. Le juge président, monsieur Alderkin. Monsieur Alderkin, je ne pense pas avoir autre chose à ajouter en dehors de ce que je viens de dire. Le juge président, est-ce que vous n'acceptez pas qu'en fait, c'est le détail qui compte et que le contexte peut s'avérer important lorsqu'il y a des commentaires. Et c'est ce qui est important pour les responsables politiques. Monsieur Alderkin, oui, je suis tout à fait d'accord avec cela, monsieur le juge, mais nous avons respecté nos obligations dans le cadre du règlement et mon point de vue est que la défense devrait avoir pu recevoir, et je ne connais pas exactement les dates de divulgation de ces matériels, mais ils sont utilisables, on peut faire des recherches et comme toute autre catégorie de documents qui sont publiés, mis à part donc les déclarations du témoin, aussi tombe dans la même catégorie que les autres matériels. Et l'ordonnance spécifique concernant l'utilisation de ces matériels pendant les procès est liée aux langues dans lesquelles ces documents doivent être fournis et les langues de travail de ces documents. Et comme je l'ai dit, ce serait au plus tard 1 mois avant la procédure dans le e-court. Et comme je l'ai dit également un peu plus tôt, nous ne proposons pas d'utiliser ces documents dans le prétoire avec les premiers témoins, ni avec des témoins du premier lot. Et je pense que nous sommes tout à fait conformes à ce qui devrait être fait. Je comprends donc que ça peut être considéré comme un désavantage hypothétique, mais toute la divulgation, le régime de divulgation des documents prévoit que la défense peut travailler avec une collection de documents qui inclut des matériels en Kinyarwanda, même s'il s'agit donc de documents de la RTLM et tout ce qui peut être pertinent concernant le fond de cette affaire, y compris des livres, des publications, des journaux et tout matériel qui pourrait se trouver là. Et l'accusation n'a pas
ne devrait pas s'attendre à ce que l'accusation puisse traduire tous ces matériels pour pouvoir donc faire avancer les choses. Et ce n'est pas ce qu'exigent les règles. Le juge président, merci. Le juge président, la Chambre va brièvement suspendre l'audience pour réfléchir à cela. Ensuite, nous reviendrons pour terminer la conférence de mise en état.